Voilà, nous sommes en live sur Facebook. Je vais couper, si vous voulez bien, vos micros un instant. Voilà, et nous allons commencer en souhaitant la bienvenue, évidemment, à nos participants, à nos invités. Cet événement sur les enjeux du déconfinement nous permet de fixer un peu les choses avant la date du 11. Le déconfinement va donc commencer demain en France, après près de 2 mois de restrictions drastiques, des déplacements, d'injonctions à rester confiné à son domicile. Un processus qui s'annonce progressif, risqué, sous contrainte, alors que l'épidémie de coronavirus est toujours active et que la crainte d'une deuxième vague est toujours là, réelle. Avant une nouvelle étape au 2 juin qui pourrait permettre, si les conditions sont réunies, d'amplifier le déconfinement, les règles de distanciation physique vont continuer à s'appliquer dans les transports, les écoles, les entreprises et dans tous les domaines de la vie courante. Cela s'appliquera partout en France et à tous nos concitoyens. Pour analyser ce momentum dans la crise avec Esther Lenman, nous avons souhaité interroger un panel d'experts et d'observateurs avertis de la scène sociale française, israélienne et aussi ailleurs en Europe. C'est le sens de ce rendez-vous avec nos invités qui répondront à vos questions et je vous invite à poser ces questions en utilisant l'option Q&R qui se trouve en bas de votre écran si vous avez un ordinateur ou en haut de votre écran quand vous utilisez un iPhone ou un smartphone. Vous pouvez également poster vos commentaires sur Facebook. Nos invités, justement, je les remercie de se prêter à cet exercice en direct et je laisse Esther Lenman vous les présenter. Un instant, Esther. Vas-y. Ok, alors, maintenant que le micro est ouvert, bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter rapidement, par ordre alphabétique, si vous permettez. Georges Benamou, vous avez été journaliste, vous êtes romancier, vous êtes producteur, vous êtes réalisateur télé. Alors, vous avez commencé dans la culture, c'est marrant, vous avez commencé par parler de chanteurs et de culture populaire. Ensuite, vous avez créé le magazine Globe dans les années 80 et pendant ces années, vous avez souvent rencontré le président François Mitterrand, ce qui a donné votre premier livre. Ça s'appelait Mémoire interrompue, c'était des conversations avec l'ancien président de la République. Ensuite, pendant quelques temps, vous êtes passé du statut d'observateur à celui d'acteur, puisque Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé à l'Élysée, vous a nommé conseiller à la culture et à l'audiovisuel. Et votre dernier livre, l'été dernier, c'est un roman sur un épisode vraiment mystérieux de la politique française, les quelques jours au mois de mai 68 où le général de Gaulle a littéralement disparu, littéralement. Rafi Marciano, vous êtes le directeur général de l'Alliance israélite universelle. Alors l'Alliance, c'est l'une des institutions juives les plus respectées, certainement, pour sa mission éducative, pour son travail culturel. Vous dirigez, contrôlez, chapeautez une trentaine d'établissements dans le monde, d'établissements scolaires, en France, au Canada, en Israël, au Maroc. Et vous êtes aussi, et j'aimerais que vous interrogez sous les deux aspects, vous êtes aussi le président d'une de nos radios juives, Judaïque FM. Benjamin Pétrovert, rédacteur en chef à I24 News, présentateur de plusieurs émissions, dont la très populaire Conversation avec vous. Benjamin, on vous connaît ici en France parce que vous avez toujours fait de la radio ou de la télé, vous êtes passé par BFM, vous êtes passé par Radio Classique, vous êtes passé par France 2, Paris Télé et surtout par Europe 1 pendant 6 ans. Et donc, depuis fin 2015, vous êtes à Tel Aviv où vous travaillez pour I24 News. Tamar Sebok, vous avez fait le voyage inverse puisque vous êtes israélienne, vous avez grandi à Tel Aviv, vous avez démarré vous aussi comme journaliste culture dans la très bonne radio de l'armée israélienne, Gahalet Tzahal. Ensuite, vous êtes passé à la télé, vous avez fait de la presse écrite, toujours en Israël, et puis vous êtes venu vous installer en Europe. Vous êtes devenu metteur en scène de théâtre et d'opéra, et depuis 4 ans, retour au journalisme avec le quotidien Yediot Ahronot, dont vous êtes aujourd'hui la correspondante à Paris. Enfin, Sophie Wiesenfeld, vous êtes l'une des voix du débat européen à Londres. Vous avez créé un think tank culturel, The Hexagon Society, donc une fondation de réflexion sur l'Europe. Ça fait maintenant 4 ans
que vous y réunissez des intellectuels et des artistes autour d'une conviction. L'Europe, il aurait fallu la construire autour de la culture. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'être là. Georges-Marc Benamou, j'aimerais commencer par une question à vous sur la France. Demain, donc, on le sait tous, sortie plus ou moins partielle de ce confinement. Et pour dire la vérité, on est tous un peu partagés. On a évidemment envie de reprendre une vie aussi normale que possible, mais en même temps, on a un peu peur. On a un peu peur de ce déconfinement, d'abord parce qu'on a peur de voir le cauchemar recommencer, et puis tout d'un coup, il va falloir sortir de cette inactivité, reprendre une activité normale. Je le disais tout à l'heure, vous avez longtemps été l'un de ces visiteurs du soir de François Mitterrand, vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy. À votre avis, si l'un ou l'autre avait été aux manettes à la place d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, est-ce que les choses auraient été très différentes? Est-ce que vous pensez qu'un président de la République, un chef de gouvernement ont une vraie marge de manœuvre en cas de crise comme celle qu'on traverse actuellement? Esther, j'y ai beaucoup pensé, comme tout le monde, en regardant de manière incessante les chaînes de télé et en suivant les polémiques sur les masques, en particulier sur M. Raoult, sur les protocoles, sur les difficultés bureaucratiques. Et comme un certain nombre, j'ai pensé immanquablement, mais de manière charnelle, physique autant que précise, au livre de Marc Bloch, L'étrange défaite. Marc Bloch, cet immense historien, était dans l'armée, la deuxième armée du monde, ou la première armée du monde en 1940, et il explique comment, du 10 mai 1940, c'est-à-dire le Blitzkrieg jusqu'au 14 juin, la deuxième puissance du monde s'est effondrée comme un château de cartes. Et en particulier, le livre est complexe par le zèle conjugué des polytechniciens de droite et des syndicalistes. Et je crois que la grille de lecture, hélas, de Marc Bloch est toujours valable sur le plan technique, de la réaction à la crise. J'y ajouterai d'ailleurs ce que me disait hier mon ami grand écrivain Metin Arditi en expliquant ce qui se passait en France. Pourquoi une telle incurie? Pourquoi une telle incurie par rapport à l'Allemagne, par rapport à Israël? Sur le plan technique précis de l'approvisionnement, des médicaments, des masques, etc., il ajoutait le syndrome de D'Artagnan. Metin Arditi, vous savez, a écrit un très beau dictionnaire amoureux de la France récemment, et il expliquait que le syndrome de D'Artagnan, c'est préférer le panache à l'efficacité, et un panache périlleux. Donc tout ça, et l'histoire le dira, analysera, qu'est-ce qui s'est passé. Je croisais l'autre fois aussi Jean-Louis Debré, immense conscience de l'État, qui me disait quand même, dans l'appareil d'État, il y a des dizaines de gens qui sont chargés de veilles épidémiologiques. Comment ces gens-là n'ont pas pu ressentir des alertes que certains de nos proches ont eux-mêmes ressenties sans être des spécialistes? Moi, j'ai des amis qui, en février, se sont confinés parce qu'ils lisaient les journaux anglo-saxons. Comment l'appareil d'État, avec ses dizaines d'épidémiologistes en alerte, vous savez qu'il y a des plans d'alerte qu'on ne connaît pas, s'il y a une attaque nucléaire, s'il y a des inondations, etc. Donc, il y a théoriquement des plans. Pourquoi ça n'a pas marché? Et hélas, je suis tout à fait effondré à constater que la même criminelle incurie que Marc Bloch constatait à l'époque s'est reproduite par la folie de l'administration. Enfin, alors, vous me posez la question sur Sarkozy. C'est difficile de faire d'imaginer. Mais devant la question des masques, probablement Sarkozy aurait réagi non pas en énarque pointilleux, qu'il n'est pas, mais comme un homme efficace, probablement comme Netanyahou, c'est-à-dire qu'il aurait appelé ses services secrets, il aurait sorti de l'argent sans passer par la comptabilité publique. Imaginez que les gens, pardon de rentrer dans ces détails, pour l'histoire des masques, si un jour c'est du Courteline ou du... Ouais, c'est terrifiant, c'est-à-dire qu'on a voulu passer par le circuit des commandes d'État, c'est-à-dire qu'il y avait des bordereaux qui passaient au Quai d'Orsay ou ailleurs, de bureau en bureau, en attendant un retour. Tout ça géré par des énarques incapables de 25 ans qui se faisaient balader par des Chinois ou des escrocs. Enfin, voilà, donc Netanyahou a appelé, paraît-il, le Mossad, ça s'est réglé facilement. Sarkozy, Mitterrand, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'auraient pas été criminellement
prisonniers de leur administration. Parce que tout ça, ça a causé des morts. Benjamin Petrover, vous êtes à Tel Aviv. Donc, à Tel Aviv, on le sait, le bilan en tout cas, le nombre de morts a été très limité. Je vais vous raconter un peu la situation. Donc, vous me disiez l'autre jour que vous avez le droit d'aller à la plage, mais vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur Paris. Absolument. Bonjour ma chère Esther, c'est un vrai plaisir de partager ces regards croisés avec vous entre Paris et Tel Aviv, parce que c'est vrai que chaque pays, depuis près de 2 mois maintenant, compare avec ses voisins sa gestion du coronavirus. Ici en Israël, quand on voit le nombre de morts, on se dit que les opérations qui ont été menées et les décisions qui ont été prises ont visiblement porté leurs fruits. Je vous rappelle qu'on en est à ce jour à 247 morts. C'est terrible pour les familles, pour chaque famille qui a perdu l'un des siens, mais sur 9 millions d'habitants, c'est extrêmement peu, et cela signifie que les politiques mises en place ont été extrêmement bonnes. Alors, par rapport à ce que disait il y a quelques instants Georges-Marc Benamou, il parlait tout à l'heure d'incurie française. Je trouve qu'en effet, en Israël, ça n'a pas été l'incurie du tout. C'est-à-dire que depuis près de... Oui. C'est paradoxal quand même, dans un pays où vous êtes en négociation et élection, préélection, post-élection depuis 1 an. Vous avez un ministre de la Santé qui a démissionné en plein milieu de la traversée de l'Atlantique et pourtant, vous avez un très bon bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qui est-ce qui gère la campagne de lutte contre le coronavirus? Votre remarque est très juste, ma chère Esther. Israël est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois le pays du grand balagan et à la fois le pays où il y a une armée qui, quand elle prend des décisions, quand elle est à l'action, eh bien, est respectée par ses citoyens. En France, Emmanuel Macron a dit qu'on était en guerre contre le coronavirus. En Israël, Benjamin Netanyahu n'a pas dit qu'on était en guerre, mais de facto, Israël a mené une guerre contre le coronavirus. Par exemple, sur la question des masques, on n'a pas attendu que le ministère de la Santé signe des bordereaux ou fasse des factures, ce qui s'est passé en France. En Israël, c'est le Mossad, comme vous le savez, qui a lancé, parce que justement il y a cette structure ici totalement liée à l'action militaire, c'est le Mossad qui directement est allé voir les prestataires chinois et qui a fait comme les Américains, c'est-à-dire on arrive avec des valises de billets et on achète sur place, que ce soit des tests, il y a des millions de tests qui ont été achetés en Israël, ou encore des masques. On sait qu'en France, il y a eu des avions entiers qui n'ont pas pu arriver avec les masques parce qu'ils ont été volés sur le tarmac par les Américains. Donc c'est cette vraie différence de prise en main de la situation qui marque, je pense, la différence. Ça n'a pas été une gestion politique, ça a été une gestion quasi militaire, comme si Israël était en temps de guerre. Donc à votre question, qui a géré tout ça? Je vais vous dire, c'est Benjamin Netanyahou. On a beau dire, peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y a des pros ou des anti-Bibi. Moi, je vais essayer de ne pas le prononcer du tout parce que c'est un personnage extrêmement clivant. Mais ce qui est sûr, c'est que les premiers jours, quasiment tous les soirs, il était sur les écrans de télévision israéliens à donner des mesures, à donner des directives, sous évidemment les conseils des spécialistes et des personnes qui s'y connaissent, mais ça a été véritablement lui, le maître d'œuvre et celui qui donnait à chaque fois le final cut. Simplement un petit rappel de calendrier, le 4 mars, c'est-à-dire 15 jours avant la France, Israël a annoncé ses premières mesures de confinement, les premières étant la fermeture de l'espace aérien. Dès début mars, on a décidé, puisqu'on a vu que c'était une épidémie qui venait de Chine, eh bien de fermer les aéroports. Et à Ben Gurion, vous ne pouviez plus passer si vous n'étiez pas israélien. Donc ça a commencé extrêmement tôt, très en amont. Et moi, je suis toujours étonné quand je vois chez vous, Esther, les débats autour du masque. Quand porter le masque? Où porter le masque? Quand on a une porte-parole du gouvernement qui est sur France Inter à rigoler parce qu'elle n'a pas de masque, en Israël, il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Pardon de dire ça, ça fait très flamboyant, ça fait très victorieux, mais il n'y a jamais eu de pénurie de masques en Israël. Vous en trouvez depuis début mars à tous les coins de rue. Bon, merci Benjamin. Donc, le balagan à l'israélienne, ça s'éteint en temps de crise. Rafi Marciano, vous avez l'Alliance a des écoles, je le disais tout à l'heure, aussi bien au Canada qu'au Maroc. Quelle est la situation pour vous? Est-ce que demain, le 11 mai, les écoles de l'Alliance vont réouvrir partout ou chaque pays a son rythme? C'est en fonction de chaque pays. Pour parler d'abord du Maroc, ils reprendront mardi les 4 écoles de l'Alliance. Donc, ils seront en réunion demain
corps enseignant parce qu'il faut remplir un protocole sanitaire également comme en France. Et donc, ce qu'il prévoit, c'est entre mardi et jeudi, réouvrir les classes élémentaires, pas la maternelle. Et en France, nous sommes dans une expectative parce que jusqu'à encore ce matin, nous recevions entre ce qui est déclaré dans le journal du dimanche et une note ministérielle qui arrive ce matin après cette interview qui paraît en contradiction. Et donc, les chefs d'établissement, et je ne voudrais pas être à la place d'un chef d'établissement aujourd'hui, je ne sais pas sur quel pied danser. Ça veut dire qu'il y a des protocoles sanitaires qu'il faut remplir. Nous, l'Alliance, nous avons pris des initiatives déjà pour désinfecter les écoles. Contacter déjà pour que chaque école ait son gel, ses masques, le traçage de l'école. Donc tout cela, le corps enseignant, à qui il faut rendre hommage, parce que pendant toute cette période de confinement, il faut rendre hommage à toutes les écoles juives. Et je le dis parce que c'est à l'image aussi de l'école publique, les écoles juives ont été à la hauteur. Toutes les écoles juives, ils ont poursuivi les cours en live sur le numérique et cet outil de Zoom a été une révélation exceptionnelle dans le cadre de la transmission. Et donc, tout ce qui était un peu plus difficile, c'est les cours de Kodesh et pas profane, mais globalement, à part la première semaine de confinement où c'était un peu chaotique, mais tout de suite, les parents, les chefs d'établissement, les enseignants ont poursuivi les cours. Il n'y a pas eu de décrochage scolaire. Et la grande peur, c'est quand on disait, mais nous, les écoles juives, on va fermer, on ouvrira qu'au mois de septembre. Là, il y a une opposition de notre exécutif en disant, on ne peut pas créer une rupture. D'abord, faire différemment des écoles publiques, mais nous devons éviter la rupture entre l'élève et son école. Et il faut que l'élève revienne entre maintenant et la fin mai, qu'ils reprennent contact, même pour quelques jours. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Blanquer ce matin, même pour quelques jours, de manière à ce qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Donc, l'ouverture, ce sera mercredi ou jeudi, donc avec contrôle température, les attestations signées par les parents. En réalité, nous avons un Zoom avec les chefs d'établissement encore ce matin, de manière à préparer soigneusement et minutieusement chaque entrée d'école, mais nous voulons une ouverture maîtrisée. Une ouverture maîtrisée, c'est-à-dire 10 par classe, et donc trouver les classes, et donc ce sera un tiers des élèves, mais on n'ouvrira pas les maternelles. Tout de suite, on va commencer par l'élémentaire et on continuera. Il ne faut pas oublier que les écoles juives, et beaucoup de parents peut-être l'oublient, c'est que nous sommes sous contrat avec l'État. Ça veut dire que nous avons aussi des devoirs et de respect, et nous respectons scrupuleusement, comme toutes les écoles juives, les règles sanitaires, les règles du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur quand nous recevons, etc. Nous restons dans le côté hygiéniste, la responsabilité, la ventilation sanitaire, les classes alternées. Ok, merci. Je crois qu'on a compris. Je voudrais juste terminer rapidement ce petit tour d'horizon. Sophie Weisenfeld, ou Wiesenfeld, je ne sais pas comment on prononce, à Londres, vous êtes sous confinement, vous n'êtes pas sous confinement. Je sais que vous attendez ce soir une allocution télévisée de votre Premier ministre. Quelle est la situation sur le terrain concrètement ? Merci de m'avoir proposé de participer à ce regard croisé. Ici, en fait, nous sommes passés vraiment d'un virus à un autre. On a eu le virus du Brexit, qui était ce que j'appelle un virus politique et institutionnel qui a complètement déstabilisé la classe politique anglaise et l'opinion publique pendant ces 4 dernières années. Ça a été absolument terrible et ils se sont complètement décrédibilisés. Moi, j'ai cru jusqu'au bout qu'il n'y aurait plus de Brexit jusqu'à la dernière seconde. Et après, on a tout de suite basculé en mode virus sanitaire, donc le coronavirus, et ça a été géré aussi mal. Donc, en fait, ici, je ne suis pas exactement les scores morbides par pays, parce que je ne veux pas rentrer dans ce décompte, mais je sais qu'on a atteint, hélas, les scores les plus hauts d'Europe. Et notamment aussi par rapport à la crise économique qui en déduit. On a apparemment dans les plus forts taux de chômage, etc. Mais alors ici, il n'y a pas eu de confinement. En fait, on est passé en lockdown, ça c'est sûr, donc la ville bloquée, à l'arrêt, le pays complètement à l'arrêt, mais il n'y a pas eu de confinement.
Donc, on n'a pas eu à remplir des attestations absurdes comme il y a eu en France pour pouvoir sortir. On peut se balader dans l'Angleterre et dans Londres pendant des heures si on veut. Donc, on n'a pas d'interdiction. Il n'y a pas vraiment la police qui est dehors. La police a même refusé d'implémenter, comme elle dit, de mettre en place ces mesures de lockdown en disant que ce n'était pas leur travail. Donc, il n'y a pas eu ce côté très strict comme on a pu l'observer dans le reste du monde, ce qui, je pense, est une très mauvaise idée. Mais il y a toujours en Angleterre cette place, c'est quand même le pays de la Magna Carta et de l'habeas corpus, il y a toujours cette place essentielle qui est accordée aux libertés fondamentales et au fait que l'individu est libre et est censé être responsable. Donc, on n'est pas considéré ici comme étant des enfants, à nous dire ce qu'on doit faire et ne pas faire. On est censé prendre nous-mêmes notre destin en main. Les Anglais sont extrêmement respectueux, en règle générale, des codes. C'est un peuple anglo-saxon, donc ils sont relativement froids et distants de globalement. Donc, je pense qu'ils respectent très naturellement les gestes barrières, les distanciations sociales, ça, il n'y a aucun problème. N'empêche que le bilan est dramatique, oui. Je voudrais revenir à Benjamin Pétrovert. Benjamin, vous publiez ce matin un chiffre concernant la communauté juive de France. I24 annonce qu'il y a eu 1300 morts dans la communauté juive de France. En tout cas, plus exactement, 1300 enterrements selon le rite juif, soit en France, soit en Israël, de juifs français qui auraient été se faire enterrer en Israël. Ce chiffre est confirmé, ce chiffre est fiable, il vient d'où? Alors, ce chiffre ne vient pas d'I24, il vient de Makor Rishon, qui est un quotidien israélien, et qui affirme en effet qu'au moins 1300 membres de la communauté juive de France sont morts du coronavirus. Et toujours, selon Makor Rishon, ce chiffre serait même inférieur à ce qu'il serait en réalité, parce que les dirigeants dits Makor Rishon de la communauté juive cacherait qu'en fait, il y en a plus de 2000. Donc, Esther, je vais vous dire que pour l'instant, notre seule source, c'est Makor Rishon, mais c'est un journaliste reconnu qui a mené cette enquête. On n'en sait pas plus pour le moment sur les détails, mais c'est vrai, et on l'a vu malheureusement, vous comme moi, dans notre entourage, on a vu que la communauté juive a été terriblement frappée par le coronavirus, et il y aura peut-être aussi des questions à se poser par rapport à ça, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aussi en Israël. Voilà, on sait que les communautés religieuses pratiquantes ont été très touchées. Vous me parliez tout à l'heure du balagan et du fait que certaines personnes continuent à aller à la plage. Le plus grand danger, c'était pas chez eux, c'était chez au moment de la fête de Pourim, on leur a demandé de rester chez eux. Et à Bnei Brak et dans une quinzaine de quartiers de Jérusalem, on est quand même allé faire la fête de Pourim, chanter, danser, aller dans les synagogues, alors que c'était le pire moment, le moment où il y avait les pires craintes concernant les contaminations au coronavirus. Donc, il y a eu ces choses-là, avec la conséquence que vous connaissez. Il a fallu boucler totalement certains quartiers, 15 quartiers de Jérusalem qui ont été totalement bouclés, Bnei Brak qui a été totalement bouclé, des couvre-feux, on les a presque ghettoisés, le mot est horrible, et c'est véritablement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bus ou un taxi qui, à un moment, a pu traverser Bnei Brak ou ces quartiers de Jérusalem, parce que la pandémie, elle était là-bas. Et on sait d'ailleurs, en termes de proportion, que les populations ultra-orthodoxes ont été surreprésentées dans les catégories contaminées par le coronavirus en Israël. Malheureusement, j'ai l'impression, et si ces chiffres sont confirmés, eh bien, ça voudra dire que c'est vrai, que la communauté juive aussi en France a été très affectée. Et je pense à ceux qui peut-être malheureusement, parce qu'ils ont voulu simplement fêter la fête de Pourim avec les leurs, eh bien, ont été contaminés. Vous voyez, Esther, Pourim, ça veut dire le sort. Eh bien, ce jour-là, c'est un mauvais sort pour la communauté juive. Benjamin, j'ai une dernière question. Ensuite, je vais vous laisser aller préparer votre émission de ce soir. Ce confinement de la communauté ultra-orthodoxe, on a vu beaucoup d'images dessus dans les médias français, et il y a un certain nombre de gens dans notre communauté et de francophones en Israël qui trouvent que les médias français ont mal couvert la réponse israélienne au corona, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'accent sur les problèmes de la communauté ultra-orthodoxe et ils n'ont pas suffisamment couvert l'efficacité de la réponse israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, la question rendement embarrassante. J'ai toujours du mal à me prononcer sur mes confrères parce que je n'ai pas à leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
le peu que j'ai, déjà, il faut dire, et c'est la première chose, et vous le savez, vous qui avez tellement couvert pendant tant d'années l'actualité internationale, vous savez comme moi que les chaînes françaises et les 20h s'intéressent de moins en moins à ce qui se passe à l'étranger. Le 20h de France 2, pendant des décennies, avait la particularité de couvrir l'actualité à l'étranger. Depuis quelques années, le 20h de France 2 n'a rien à envier au 13h de TF1. C'est-à-dire que l'étranger, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Et qu'en effet, on va en parler quand il y a simplement la petite image choc. Donc, dire que les médias français ont mal couvert ce qui s'est passé en Israël, écoutez, pour mon cas personnel, mes confrères de BFM m'ont appelé à plusieurs reprises, j'ai pu intervenir chez eux, également sur RMC pour raconter ce qui se passait ici. Et mon constat, moi, c'était l'inverse. Je me suis dit, tiens, BFM, qui d'habitude est tellement centré sur l'actualité française, eh bien, était intéressé par ce qui se passait en Israël. Donc, si ces personnes-là ont un sentiment, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, Esther, mais je vais leur dire, regardez avec 24 News, parce que nous, on a ouvert il y a un mois, sous la houlette de Franck Melloul et Tammy Harel, une antenne sans coronavirus pour raconter aux gens comment ça se passe ici en Israël. Bon, bah écoutez, merci pour ce petit moment d'autopromo, Benjamin. Voilà. Ce soir, on continue, 19h, c'est ça? Rendez-vous à 19h française. Merci infiniment, Esther. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Rafi Marciano, je voudrais vous poser une question sur votre autre casquette, votre casquette de président de Judaïque FM. Ce chiffre de 1300 morts dans la communauté juive, d'abord, il est lourd, puisque je crois que ça fait 5% à peu près des morts en France. Est-ce que vous savez si le consistoire a réagi, va réagir? Quelqu'un a posé la question aux autorités de la communauté? Écoutez, moi j'ai eu disons les principaux responsables du consistoire de Paris. Ils étaient réticents à donner des chiffres au départ. Mais quand Makor a révélé certains chiffres, ils étaient obligés de déclarer un peu tout ce que la Chevra Kadisha et toutes les organisations qui sont participées aux funérailles, soit en France, soit, vous savez qu'il y avait des cargos d'El qui partaient de Belgique, qui emmenaient des corps une fois par semaine pour des funérailles en Israël. Et donc, tout cela doit être comptabilisé. Et d'après un de mes interlocuteurs au consistoire de Paris, on approcherait, et peut-être on approcherait des chiffres des 2000 morts, ce n'est pas plus, parce que dans les chiffres qui ont été donnés, il y a des enterrements qui ont eu lieu et qui n'ont pas été répertoriés par la Chevra Kadisha du consistoire. Donc tout cela, c'est un métro professionnel, mais c'est dramatique. Esther, cette question des chiffres est toujours très très délicate. D'abord parce qu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques et que la question… Les rituels ont été réalisés, bien sûr. Oui, mais la question est extrêmement difficile, y compris d'ailleurs, on a vu la forte proportion de décès dans les EHPAD, et dans les EHPAD, dépendant des structures juives, il n'y a pas que des juifs, donc il faut être extrêmement prudent sur cette question des chiffres, d'autant plus que, comme l'a dit Rafi, l'ensemble des inhumations, ou une bonne partie des inhumations en France, ne passe pas forcément par le canal du consistoire, mais passe également par d'autres structures indépendantes ou directement par les pompes funèbres. Donc, très compliqué d'aborder cette question, d'autant plus que il n'y a pas de position officielle. Alors en échangeant avec, et vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons reçu l'ensemble des membres de la cellule de crise de la communauté juive. Cette question, évidemment, est toujours d'actualité. Ils n'ont pas vocation, eux, à faire ce décompte, mais j'imagine que d'ici la fin du mois de mai, nous aurons une photographie un peu plus précise de ces questions de décès et de la situation particulièrement difficile dans les EHPAD, mais de ce que l'on me rapporte, qui s'est beaucoup amélioré. Je vais rebondir peut-être, Esther, si tu permets, par une question d'ordre, là encore, général pour Georges-Marc Benamou, et particulièrement, on va parler un peu de politique, mais surtout rappeler que dans les sondages, et le Point en a sorti un récemment, on voit que les Français sont particulièrement pessimistes.
peu de sentiment d'union nationale autour du gouvernement. 38% font confiance à Macron, 35% à Philippe. En Allemagne, Merkel gagne des points. Elle est plutôt à 65% de satisfaction. Comment lisez-vous cette défiance des Français par rapport au pouvoir? Merci, Gaël. D'abord, il y a le cadre général, hors coronavirus, de la défiance à l'égard du pouvoir. Donc, il y a un tableau de défiance avant même la crise sanitaire. Mais il est évident qu'il y a une maturité du peuple français et les médias. En fait, je veux dire qu'on a vécu des moments de mensonges pieux sur les masques, on a vécu des moments, je l'ai dit, absolument courtelinesque, on a vécu la dissonance des ministres, une certaine forme d'arrogance quand Madame Sibeth Diaye ou Monsieur Véran nous disent que les masques, ça ne sert à rien. En fait, tous les Français ne sont pas des veaux ou ne sont plus des veaux. Donc, il y a véritablement un sentiment d'insécurité qui est le plus fort en Europe, disent les sondages, qui s'explique, je le pense, par cette défiance légèrement populiste, ou en tout cas populiste avant la crise, renforcée par ce sentiment d'insécurité et de contradiction. C'est-à-dire qu'on commence, on nous dit 15 jours avant, et ça c'est lié à la présidence d'Emmanuel Macron, on nous dit début mars qu'il faut sortir, que la vie continue, qu'il faut aller au théâtre, on nous dit mi-mars qu'il faut se boucler chez soi sans prononcer le mot de déconfinement. On a une sorte de cacophonie, on nous dit c'est la guerre, mais tout à coup le Clémenceau a véritablement des troupes aussi ridicules et aussi dérisoires et aussi mal armées que celles de 1914. Donc la communication chaotique ne reflétait que cette insécurité d'État qui est peut-être due à la jeunesse du président de la République, à une gestion assez bureaucratique des choses. Et l'on voit bien aujourd'hui un phénomène assez intéressant qui fait que la cote d'Emmanuel Macron est en train de chuter alors que celle de son Premier ministre est en train de monter. Si ce phénomène persiste, on sentira bien que les Français ont fait leur choix et ça peut à terme être extrêmement menaçant pour une réélection de Macron. Moi, je pense qu'il y aura un après, en fait, c'est une banalité de le dire, qu'il y aura un après coronavirus et des règlements de compte qui ressembleront à ceux qui ont peut-être eu lieu après la guerre. Enfin, je veux dire, il y aura un procès sur les questions d'approvisionnement, il y aura une mise à l'épreuve, en tout cas au regard des contradictions du pouvoir politique, et il y aura des règlements de compte. Alors, aujourd'hui, bizarrement, l'opposition n'en profite pas, mais c'est Édouard Philippe qui en profite, parce qu'au moins, il est cohérent, sérieux, plutôt rassurant. Donc, il va y avoir un problème là, véritablement politique. À court terme, au détriment du président de la République, c'est possible. Sa conférence de presse, je suis assez proche de ces questions culturelles. Vous l'avez dit, Esther, sa conférence de presse du monde de la culture était proprement hallucinante. Enfin, je veux dire, à part des formules sur le mode il faut enfourcher le tigre ou l'injonction à faire des spectacles devant 5 personnes tout en trouvant un modèle économique, les gens ont été hallucinés. Et en confrontation, la prestation finalement très technique, très sérieuse d'Édouard Philippe était plutôt rassurante. Donc là, il y a quelque chose que tout le monde sent, et pas seulement les sondages, qui va poser un problème à court et à plus long terme. Plus rien ne pourra être comme avant sur le plan politique. Georges Barc-Médamoud, d'une part, on vous a perdu, mais surtout, avant de parler de l'après, je voudrais qu'on en arrive dans pas longtemps à l'après, mais je voudrais poser la question à Tamar Sebok. Tamar, vous travaillez pour Yediot Ahronot, qui est l'un des quotidiens les plus lus en Israël, en tout cas le quotidien payant, c'est certainement le plus lu. Quelle est l'image que vous donnez du balagan français à vos lecteurs en Israël? Alors d'abord, bonjour à tout le monde. J'ai quelques réserves avant de répondre à ça, qui sont liées, que je voudrais dire. Je rappelle que, c'est les gâcher la fête, mais Israël, c'est 9 millions d'habitants. La France, c'est 67 millions. Je crois que l'étonnement qui a suscité cette crise était pareil, le choc partout dans le monde. Il y avait des stratégies différentes en France et en Israël.
C'est toujours, c'est la tradition dans le monde entier de parler de la façon dont les autres gèrent en disant ils gèrent moins bien que nous. Ça veut dire que la France va trouver des pays qui gèrent moins bien que la France et Israël aussi. Donc, si on parle de panache, on peut parler aussi de Netanyahou qui était en plein crise politique et qui s'est montré aussi beaucoup. Donc, le balagan français, évidemment, on en parle et on dit ah, ils n'avaient pas le masque. Il y a une communauté qui est assez importante. On parle de l'Angleterre, on parle beaucoup de l'Amérique et de la France. Dans la pratique, les systèmes de santé en Israël est dans un état très difficile, comme en France. Pour le début, effectivement, il n'y avait pas de masque, il y avait des opérations qui étaient faites. Je voudrais savoir comment les Français se sentiront si jamais c'était les Israéliens qui achetaient le masque, qui partaient en douce. Donc, c'était une organisation extraordinaire en Israël. Je donne ce crédit à Netanyahou mais c'est pas que Netanyahou, il y a tout un système. Okay. Mais qu'est-ce que vos rédacteurs en chef vous demandaient de raconter de la France? Est-ce qu'ils s'intéressaient à Paris vide? Est-ce qu'ils s'intéressaient aux hôpitaux débordés? Ou est-ce que simplement ils ne s'intéressaient pas à ce qui se passait ici? D'abord, comme je dis, et je suis d'accord avec M. Petrovert, dans le monde entier, en France aussi, tout ce qui se passe à l'étranger intéresse de moins en moins, et certainement dans un moment de crise. Ce qu'on me demande, c'est effectivement la situation de malades, de morts par rapport à la France. C'est les médicaments ou les solutions qui peuvent être faites. C'est la question depuis combien de temps on sait en France que le virus circule. C'est comment le système de santé française s'organise. L'histoire évidemment de porte-avions Charles de Gaulle a beaucoup intéressé les Israéliens. Et après, il y a des histoires personnelles qui sont toujours intéressantes. Voilà. Mais donc, en fait, une couverture très concrète de la crise vue de Paris. Oui, tout à fait. Bon, je voudrais qu'on se projette un petit peu dans l'avenir. Rafi Marciano, ça tombe bien. Attendez. Justement, par rapport à ça, il y a deux choses dont on oublie de parler, et je trouve que c'est important. Je ne veux pas en parler, mais je voudrais les mentionner. C'est la gestion, il y a la gestion de la crise, et puis il y a la gestion économique de la sortie de la crise, et puis il y a la question aussi des droits privés, de l'atteinte aux libertés. Quelle méthode on utilise pour pister les citoyens et tout ça. Et ça, évidemment, ça a pris dans le malade et dans les décès, mais ça aussi a un prix de deux côtés des droits de l'homme. Voilà. On va en revenir là-dessus. Rafi Marciano, je voulais vous poser une question pratique. Quel est maintenant, où en est le débat au sein des instances communautaires sur la réouverture des lieux de culte, à la fois des mikvaot, des synagogues évidemment, puisqu'on sait que le gouvernement prépare une réouverture des lieux de culte en général pour la mi-juin. Enfin, c'est en tout cas l'agenda qui nous a été plus ou moins présenté. Écoutez, d'abord, je voudrais, je ne suis pas un expert politique, mais j'entends Georges-Marc Benamou, etc. Écoutez, je suis mal à l'aise parce qu'il y a deux situations. Ou alors le gouvernement français a menti, caché une partie de la vérité, n'a pas dit tout ce qu'il fallait dire, etc., ce que je ne crois pas. Moi, je garde une certaine confiance dans le gouvernement français, dans cette gestion de la crise. Après, les erreurs, les manquements, etc., ça, c'est autre chose. Mais est-ce que le gouvernement français s'est comporté d'une manière correcte en disant la vérité, ne rien cacher, etc. Je fais partie de ceux qui pensent, en tout cas, que le gouvernement n'a rien caché, a essayé d'avoir une relation avec les Français tout à fait loyale et correcte, mais ça implique aussi beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Alors, sur le plan de la communauté juive, moi, je reviens sur Purim. Purim, je crois que d'abord, certains rabbins auront des comptes à rendre demain, parce qu'ils ont demandé à leur communauté respective parfois de faire le michté de Purim, alors que nous avions déjà dit
en appliquant les règles du gouvernement, attention, c'est dangereux. Certains rabbins ont pris le contre-pied et ont pris des décisions pratiquement pas responsables à l'égard de communautés. Ils ont autorisé des offices privés, etc. Donc tout cela, ils n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et cela aussi, demain, il faudra qu'on pose ces questions-là. Et ce n'est pas des rabbins, c'est des rabbins en position de responsabilité communautaire. Rafi Marcano, quand vous dites on, qui va poser la question? Qui nous, le on? Comme d'habitude, on est sur le même groupe qui poseront des questions très importantes et on mettra le doigt sur ces manquements des réponses rabbiniques qui ont été à l'encontre des décisions de responsabilité à l'égard des communautés. Écoutez, quand on pense que début mars, qui a déclenché la tragédie dans les communautés et les inquiétudes, début mars, on comptait 23 morts que dans la communauté de Créteil en une semaine. Voilà une communauté qui a eu 23 décès en une semaine. C'est ça qui a déclenché l'inquiétude un peu partout. Et donc là, les communautés juives, en tout cas les institutions juives, d'une manière générale, se sont très bien comportées sur le plan des responsabilités à l'égard des écoles, à l'égard des parents, à l'égard des informations, etc. Mais il y a une particularité d'une minorité rabbinique qui n'a pas pris conscience du danger qui se prépare. Et ne croyez pas que le microcosme de Bnei Brak s'est pas reproduit dans certaines communautés ici en Île-de-France. Il est à relever, Esther, excuse-moi, pour rebondir sur ce que dit Rafi, il est à relever que les instances rabbiniques françaises et particulièrement le grand rabbin de France a été en première ligne en permanence pour annoncer qu'il fallait être extrêmement prudent et il a été également le premier à appeler à la fermeture des synagogues 2 jours avant le confinement généralisé. Donc, ce que relève, a été celui qui a donné un discours de responsabilité rabbinique. Voilà, ce que relève Rafi, c'est essentiellement des actions isolées qui d'ailleurs ont été pour certaines supportées par des personnalités importantes de la communauté, mais il n'est pas temps de critiquer aujourd'hui, il faut analyser, et comme le dit Rafi, eh bien, ce sera après cette crise qu'il faudra avoir un regard plus large sur ce qui s'est passé. Esther. Sophie, à Londres, ça fait 4 ans que vous ramez contre le courant puisque vous défendez l'Europe dans un pays qui vient de mettre en place, qui est en train de mettre en place les dernières mesures de Brexit. Comme toujours, on a l'impression que les institutions européennes ont pris des mesures très importantes sur le plan financier, mais qu'en termes de communication, en termes politiques, elles sont complètement absentes. Si on parle de comptes qu'il va falloir rendre, je pense qu'à Bruxelles et dans les milieux pro-européens doit se poser aussi la question de pourquoi cette invisibilité des instances européennes. Déjà, concernant les comptes à rendre, l'ensemble des responsabilités des politiques et des religieux, pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant, moi je me pose d'abord de façon prudente la question de savoir où est la faute et où est l'erreur de nos responsables, qu'ils soient politiques ou religieux, en l'absence de vérité scientifique sur le Covid-19, puisqu'il n'y a pas de vérité à proprement scientifique, donc on ne peut pas tout de suite conclure à une faute ou à une erreur de nos responsables politiques et religieux. Ça, c'est la première question. Et après, ça c'est la première phase. C'est une question que je me pose immédiatement et dont je n'ai pas vraiment la réponse encore. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir, ça a déjà commencé ici en Angleterre, des class actions. Il va y avoir des procès qui vont être intentés contre l'État. Il y a déjà des procès qui ont été intentés par les familles pour manquement de l'État à l'éducation, puisque ici, dans les écoles publiques, si les écoles publiques n'ont pas fait l'objet de fermeture comme en Angleterre, comme dans le reste de l'Europe, puisque les écoles ont continué à fonctionner pour des raisons sociales, en distribuant, et d'ailleurs ce que j'ai trouvé assez exceptionnel, des paniers repas aux enfants qui n'étaient pas en mesure d'être nourris convenablement chez elles, etc., et en permettant aux enfants
dont les parents avaient des activités dites nécessaires et essentielles de continuer à aller en cours sans suivi pédagogique. C'était un peu comme une nurserie, mais en tout cas, les écoles n'ont pas été fermées. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu il n'y a pas eu de Zoom actif, live, etc. Et donc, du coup, il y a eu ce que Rafi disait, il y a eu une rupture quand même du point de vue de l'éducation publique, parce qu'ici, le système est public et privé. Mais au niveau du système public, il y a une rupture au niveau de l'éducation et donc la peur de ce fameux décrochage, ce qui a fait donc l'objet d'une class action de la part des familles. Et ça va continuer, notamment, j'ai entendu hier au niveau des familles, des soignants, puisqu'ici en Angleterre, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais il y a un nombre incroyable et insoutenable de soignants du NHS qui sont morts parce qu'ils n'ont pas les protections suffisantes. Ils n'ont rien du tout. Et donc, ces gens sont morts pour sauver. Et les familles font des recours en justice. Et il y aura évidemment des recours en justice contre l'État. Alors après, pour faute, pour erreur, on ne saura pas exactement. Bon, et sur le vote, Sophie? Esther, oui. Est-ce que je peux intervenir pour reprendre? Pardon, je ne sais pas si Sophie a terminé. Si. Bon, merci. Esther, est-ce que je permettrais que je rajoute un point à ce qu'a dit Rafik à l'instant? Oui, et moi j'ai 2 questions à vous poser. Donc allez-y et je vous pose une voilà, je voulais dire à Rafik que je partage bien sûr son analyse à la fois sur les questions qu'il y aura à régler avec certains religieux, et je comprends aussi que c'est Raïm Corsia qui a sonné le tocsin et de manière très lui rendre hommage. Mais par ailleurs, je voulais revenir sur un autre point. Je n'ai pas dit, Rafi, je ne veux pas qu'on laisse tout à fait entendre que je développe une thèse complotiste. Il n'y a pas un mensonge généralisé du gouvernement français, évidemment. Il n'y a pas une volonté de cacher de manière généraliste. Mais on peut constater qu'il y a au moins des mensonges, fussent-ils des mensonges pieux. Les masques ne servent à rien. Les tests ne servent à rien. Ça s'appelle des mensonges pieux. Et on ne prend pas les Français pour des idiots. Si on n'a pas de masque, il faut être clair. Il y a des problèmes de réactivité. Sur la question du premier tour des élections, le pouvoir politique s'est caché pour tenir ces premiers tours des élections, dont on sait qu'il a été funeste, derrière un supposé comité de médecins qui est plutôt par moments un peu molièresque et en tout cas très académique. Et il a établi une sorte de paravent d'irresponsabilité. Sur l'anticipation à la crise, l'État profond, l'administration, la technostructure a failli. Donc il ne s'agit pas effectivement de mensonges généralisés, mais d'appliquer à la France exactement la même grille de lecture fonctionnelle, logistique et précise qu'a établi Marc Bloch pour voir là où ça a dysfonctionné. Et par rapport à d'autres, pardon, je finis, par rapport à, on parle de la France et on rêverait que la France, vu les budgets qu'elle met, ait une gestion moins hasardeuse et moins technocratique. Voilà, cette crise a été un effet loupe sur des carences anciennes et pas simplement liées au gouvernement. Gardons l'effet loupe. Merci de cette précision, Georges. Attendez, on va garder l'effet loupe, on va regarder ce qui s'est passé pendant le confinement. On a vu, malgré tout, que le pouvoir centralisé français a lâché un peu de l'Est. Je prends un exemple, le littoral, les maires dont les communes ont des plages peuvent négocier avec les préfets, demander aux préfets l'ouverture de leurs plages. Est-ce que l'une des conséquences à long terme sur notre système politique en France du confinement va être une reprise de la décentralisation, un affaiblissement de l'État jacobin, une prise en compte des différentes spécificités régionales et locales? Vous voyez ça comme ça, Georges-Marc Benamou, ou pas? Écoutez, nécessairement, d'abord parce que l'État central n'a plus les moyens financiers et d'appliquer cela, mais en fait, c'est toute une révolution culturelle beaucoup plus profonde qu'il faudra décider. Mais moi, je pense qu'on on sera à la croisée des chemins et on peut espérer qu'effectivement, on ait des prises de conscience pieuses, décentralisation, responsabilité plus proche, fin d'une course insensée au progrès, prise de conscience écologique, mais le revers est également là. Les menaces de pouvoir autoritaire et efficace, c'est-à-dire et qui confineront les libertés publiques, sont aussi là.
En en France? Dans toutes les démocraties occidentales, Okay. on pense qu'effectivement, les démocraties autoritaires, en tout cas que les pouvoirs autoritaires, sont maintenant parfois plus efficaces que les démocraties libérales, et ça apparaît depuis plusieurs années dans un certain nombre d'études, le repli sur soi, le nationalisme. Donc, effectivement, il y a un texte de ce penseur israélien, Harari, que je partage. Cette crise peut accoucher du meilleur, décision individuelle, lutte contre le changement climatique, nouvelle organisation des richesses, c'est l'utopie, et aussi le pire, le repli sur soi, le contrôle des libertés publiques. Et on s'est abandonné, heureusement, avec une certaine facilité, on a abandonné nos libertés publiques. C'était évident, il fallait le faire. Est-ce que demain, d'autres cauchemars reviendront? Et voilà, donc je ne suis pas toujours très pessimiste, pas très optimiste. Oui. Tamar Sebok, à propos de, vous avez mentionné tout à l'heure la question des libertés. On va le voir à partir de demain, il va y avoir des brigades qui vont être chargées de recenser les contacts des gens qui ont été contaminés. En Israël, il y a une grande utilisation de la technologie pour suivre les malades contaminés, leur entourage. Quelle est votre réflexion à vous et sur l'impact sur le développement de l'équilibre à trouver entre le respect des libertés et l'impact d'une épidémie sur une société occidentale, démocratique, ouverte? Je crois que le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après le moment de crise. Ça veut dire que quand on est tous effrayés, on est très souvent à donner beaucoup plus de notre espace privé pour l'effort général, pour la sécurité. Alors, en France, il y a beaucoup de freins et des institutions qui sont censées garder l'équilibre. Donc, on parle d'un programme qui sera volontaire, qui ne gardera pas peut-être les données. C'est une discussion qui est... D'ailleurs, c'est la difficulté d'implanter tout de suite ces mesures qui ont été annoncées. C'est encore en débat. Il y a eu une loi qui a été passée hier. Voilà. En Israël, il y a une vision très différente de la situation parce que c'est vrai que c'est un pays qui a l'habitude d'être un état de guerre, qui a l'habitude à fonctionner tout de suite quand il y a une urgence. Mais on est aussi dans un moment critique au niveau de crucial au niveau de la démocratie. Et donc, il y a deux pas. Par exemple, tout ce qui est fait pour pister la localisation des citoyens, qui est implanté par les gouvernements Netanyahou et qui utilisent des moyens de services secrets, dont la question est, est-ce qu'après, ils vont être enlevés? Il y a un ministre en Israël qui demande que le personne, à partir d'un certain âge, porte un signe en vert pour dire qu'ils peuvent sortir. Tamar, je vais vous poser la question autrement. Israël est un pays où à la fois les gens sont très attachés à leur liberté d'agir et en même temps où ils acceptent des contraintes. Ils font l'armée, ils ont vécu des guerres, donc ils acceptent les contraintes peut-être plus facilement que nous. Est-ce que vous voyez comme ça une différence de réaction face à la contrainte et face aux libertés à défendre? C'est exactement ce qu'a dit Benjamin Petrover avant. C'est un pays de paradoxe. Ça veut dire que d'un côté, comme je dis, les gens ont envie de se mettre ensemble. Il y a l'habitude de tout le monde qui aimerait lutter et se mettre d'accord sur tout le moyen parce que c'est culturel aussi. De l'autre côté, et on ne peut pas séparer ça de la situation politique, il y a une grande confiance en Netanyahou en tant que personne. C'est lui qui annonce les mesures. Je dis juste au passage qu'il y a aussi 30% des Israéliens qui ne sont pas contents, mais la majorité est contente. Et donc, quand on demande, ça prend une tournure aussi politique et pas que la question de la sécurité percée par rapport à la maladie. Et donc, les gens ont tendance de, effectivement,
accepter. Mais il y a aussi des appels à la Cour suprême par rapport à ces mesures. La politique ne disparaît pas. Rafi Marciano, votre réaction sur le débat sur les libertés individuelles. Donc, je me répète, il va y avoir des brigades qui vont dépendre des autorités sanitaires, qui vont demander aux gens s'ils sont contaminés, qui avez-vous rencontré au cours des 15 derniers jours, je crois. On va peut-être avoir une application qui va permettre de savoir si le voisin est contaminé. Quelle est votre réaction à vous, à cette situation? Je pense que si cette application n'a de sens que médical, c'est-à-dire suivre la piste de contamination des malades et simplement strictement sanitaire, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense que la grande majorité, ça ne pose pas de problème. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait après de ces informations? Ça, c'est la grande interrogation que se posent de nombreux Français. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je serai protégé? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette idée sanitaire une idée idéologique ou politique? Ça, c'est la grande question. Je pense que moi, à titre personnel, je ferai confiance quand c'est simplement une application sanitaire pour protéger les uns et les autres. À ce stade, le Premier ministre a annoncé clairement que cette application n'exploiterait pas les informations de manière non anonyme et que les données seraient à usage strictement lié à cette période du déconfinement. Donc l'inquiétude… Il semblerait qu'il n'ait pas convaincu une majorité de Français dans ce domaine. Donc, c'est peut-être aussi un problème pédagogique d'explication. Parce que s'il y a une campagne d'explication, vous avez parlé tout à l'heure des radios, Esther, les radios juives sont constamment, et vraiment il faut le rendre hommage à ces radios, et notamment Judaïque FM et Radio J, qui constamment donnent des informations explicites, demandent aux gens de rester confinés. Donc, toutes les directives gouvernementales sont constamment répétées sur les radios juives de manière à bien préserver. Et cette idée de traçage, etc., nous avons invité des spécialistes pour en parler, pour expliquer. Et quand on parle, par exemple, de l'ouverture demain matin des écoles, le président de la commission des écoles primaires, qui est un ami qui est avec nous en classe et tout le monde, Robert Cohen, qui est le professeur, le spécialiste de pédiatrie, lui vient et explique aux enseignants, aux chefs d'établissement, etc. C'est un plus qu'on peut apporter de manière à rassurer les chefs d'établissement, les parents, etc. Je voudrais juste rappeler simplement que le gouvernement n'a pas autorisé l'ouverture des lieux de culte le 15 juin, mais à partir peut-être du 3 juin. Et alors, certains disent peut-être qu'on aura l'autorisation pour Shavuot, c'est-à-dire le 29 mai. Ma position de président de communauté juive, en tout cas, je préconise qu'on n'ouvre pas les synagogues fin mai, mais on les ouvrirait le 3 juin. Il ressort en fait qu'il y ait un consensus en ce moment auprès des instances et des dirigeants de la communauté juive pour que les synagogues n'ouvrent pas fin mai, le 29 mai comme annoncé, mais que l'horizon est plutôt le 15 juin et que la décision serait prise véritablement en début du mois de juin. Mais il y a le gouvernement, ce qui a un peu perturbé le gouvernement, c'est Ramadan. Parce qu'il faut tenir compte aussi de nos concitoyens musulmans. Oui, parce que la fête de l'Aïd… Il y a aussi la Pentecôte. Jean-Marc Benamou, je voudrais en revenir à ce débat sur les libertés individuelles. Est-ce que selon vous, il faut qu'il y ait une intervention, je ne sais pas moi, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État? Quels sont les garde-fous à utiliser pour que le dérapage de contraintes sanitaires ne puisse pas se faire sur un plan plus large? Il est dans le oui-si. Moi, je suis absolument favorable à ces traçages s'ils sont efficaces et s'ils sont encadrés juridiquement et technologiquement. Exactement. Je pense que, comme l'a dit Rafi, si cela est clair. Alors, comment est-ce que ça peut être clair? D'abord, il y a des manières de garantir la destruction des données.
Il y a des manières de garantir par les commissions informatique et liberté. Mais je crois que j'ai entendu un philosophe ou un sociologue qui est Jean Viard pour faire une proposition qui est que dans le futur, et je pense que cette réforme, elle est décisive, doit être installée une sorte de conseil d'État numérique. C'est-à-dire donner rang administratif supérieur ou quasiment constitutionnel à ces questions-là, de manière à ce que on sorte de ce débat qui est finalement très binaire et très malsain entre l'individualisme et le collectif. C'est à peu près aussi débile que les débats sur la vaccination. Et qu'on arrive à une souplesse dialectique un peu, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement à ce paradoxe israélien, à la fois très individualiste et très collectif. La dichotomie entre l'individu et le collectif ne doit pas exister s'il existe des outils juridiques et technologiques qui garantissent les libertés publiques. Alors, maintenant, il y a des sociologues, des constitutionnalistes et des technologues, si je puis dire, de travailler sur cette question d'un conseil d'État numérique, de faire avancer pour le futur et pour les libertés publiques ce genre d'idées. Il doit être national et bien sûr international. Ce que vous décrivez, Georges Marx, s'appelle la CNIL aujourd'hui, même s'il n'a pas un pouvoir. La CNIL a un pouvoir consultatif. Sur un plan technique, je suis un peu loin du droit constitutionnel, mais ça a été ma passion jadis. Je pense qu'il faut donner une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire inscrire probablement ce type d'institution dans la Constitution et lui donner non pas un rôle consultatif, mais un rôle d'intervention. Il y a des techniciens qui doivent travailler là-dessus, du droit constitutionnel et de l'informatique, mais le monde dans lequel nous entrons nous oblige à ça, de manière à ne plus se poser ces questions. Au fond, si on était sûr que les libertés, et moi je fais confiance au gouvernement, enfin il faut se donner des garanties, on ne doit pas se poser des questions enfin, qui me semblent qui ne sont pas posées. On voit bien que le déplissage à la coréenne ou à l'israélienne qui a légèrement mordu sur les libertés publiques a été extrêmement efficace. Est-ce qu'à votre avis, les réponses vont être données au niveau national ou bien, puisque le problème est global et que nous faisons partie, je vais revenir à Sophie Wiesenfeld tout à l'heure, que nous faisons partie d'un groupe plus large qui est l'Union européenne, est-ce que cette réflexion doit avoir lieu à Bruxelles ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes. Il y a les opérateurs de télécom et les GAFA qui doivent être les interlocuteurs des États. Et ça peut se monter au niveau national, puis au niveau européen. Si c'est trop dur à bouger, je pense qu'au niveau d'un État, ça peut se monter. C'est comme les poupées russes. Mais vous, votre premier réflexe, c'est national. C'est au niveau national que ça va se passer. Le plus vite et le plus efficace. En tout cas, il faut modéliser quelque chose. Alors après, quel est le chemin le plus court? Est-ce que c'est le national ou l'européen? Je pense que c'est peut-être le national, malheureusement. Il faut y aller, quoi. Sophie, à Londres, vous avez fait du droit européen, donc vous voyez une réponse européenne ou vous voyez une réponse nationale? Alors, oui, je viens d'avoir un doctorat justement de droit européen sur le déficit démocratique au sein de l'Union européenne. Non, donc pour moi, la réponse est à l'évidence européenne. C'est vraiment pour moi le moment pour l'Europe de s'unir et de créer une grande politique sanitaire commune. Et plus techniquement, par exemple, le champ d'intervention de l'Union européenne pour faire face aux enjeux communs de sécurité, comme c'est écrit dans l'article 168 du traité de Lisbonne, doit être clairement élargi et pour que le principe de subsidiarité trouve à s'appliquer pleinement. Et donc, pour moi, c'est une chance culturellement. Sophie, attendez. Principe de subsidiarité, machin, article, je ne sais plus combien. Parlez-moi en détail. Pour faire simple, il faut juste apporter une réponse européenne et profiter de cette crise sanitaire pour créer une politique sanitaire commune. Et on a tous les outils en place dans nos traités pour le faire et c'est le moment de le faire. Donc, je pense que l'Europe peut culturellement et au niveau s'unir au niveau, enfin, peut s'unir et se réunir autour de cette problématique sanitaire. Pardon, mais dans l'urgence, c'est une réponse d'abord nationale. Parce que si on attend Bruxelles une réponse européenne, on va retomber dans les bordereaux, et les bureaux qui vont signer, etc. Donc, mon impression, c'est que l'efficacité aujourd'hui commande de prendre des décisions nationales
et puis après les faire valider peut-être avec l'Europe, etc. Mais dans cette idée de traçage sanitaire, c'est d'abord une réponse nationale. Et bien que Mais voilà Par le Conseil constitutionnel. il y a un qu'on va pouvoir continuer. Avant de te rendre la parole, Gad, je voudrais demander à Tamar, on va parler de l'aspect un peu positif de ces 2 mois de confinement. Vous m'avez raconté une très jolie histoire sur ce qui se passe dans votre quartier depuis 55 jours. Oui, en fait, les habitants, il y en a eu 2 qui ont collé des affiches en demandant qu'on crée un groupe WhatsApp. Et comme on applaudit tous les soirs à 8h, on choisit ensemble une chanson à entonner après. Et quand il y a un anniversaire, on ajoute cette chanson aussi. Une fois par semaine, on fait une fête déguisée fenêtre. C'est-à-dire que vous êtes tous sur votre balcon déguisés? Oui, déguisés. On choisit les chansons ensemble et on a une fête une fois par semaine de 2 heures. Et après, les personnes qui pouvaient ont passé des tyroliennes et ils s'envoient des gâteaux, de fleurs. Et demain, tout le monde se retrouve dans la rue dès demain, alors? Non, justement, on en a discuté, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a dit qu'on va attendre, après on va faire un grand repas dans le quartier, mais justement, on a la tentation de finalement se rencontrer, on ne va pas le faire tout de suite. Donc, il y a une rue du Marais qui a créé une vraie vie de quartier grâce au confinement. Et il n'y a pas, Esther, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Moi, je dois témoigner que désormais, on fait des shabbats collectifs qu'on ne faisait pas. Mon fils a pris l'initiative, qui était bien éloigné de la religion, a pris l'initiative de faire des kidouches par Zoom et qui réunissent la famille. On a fait le seder en Zoom. Moi, j'ai fait le seder en Zoom et tout ça. Et c'est mon fils qui a 20 ans et qui était assez éloigné de la religion qui a pris l'initiative. Donc, c'est une des bonnes nouvelles du confinement que de ces retrouvailles technologiques. Mais pour compléter avec des amis, enfin, ce qu'on appelle les païtanim, vous savez, ces chantres qui chantent les chansons judéo-andalousiennes, et avec des amis musulmans marocains, on fait des zooms de nouvelles chansons. Alors, vous savez, dans ce il faut que tu m'invites ici de la musique arabo-andalouse, Rafi. Voilà, donc, alors il y a un chanteur qui chante une chanson en arabe et son partenaire chante en hébreu et la même chanson mais l'une en arabe et on échange avec quelques païtanim en Israël, au Maroc, en France et ça donne, on a commencé avec une quinzaine de personnes, maintenant je ne sais pas combien de personnes, mais c'est très intéressant parce que le confinement permet la créativité féconde des créatrices dans ces domaines-là. Alors, Rafi. Plein d'idées pour les prochains Zooms de l'Écuge. Oui, mais je vais rebondir justement sur ce que disait Rafi avec ses amis marocains. On a parlé de la Grande-Bretagne, d'Israël, de cette dimension mondialisée par rapport à cette crise. Il y a un pays dont on parle moins, mais qui s'en sort assez bien face à cette crise, c'est le Maroc. Vous êtes membre du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, du CCME. Que pensez-vous de ce qui se joue au Maroc avec globalement moins de 6000 cas, hein? Peut-on parler d'une gestion efficace? Peut-on parler d'une transparence? Écoutez, ce que me disent les responsables de nos écoles et les responsables de la communauté juive au Maroc, il y a une maîtrise remarquable de la situation sanitaire au Maroc. D'abord, vous avez les masques qui sont en vente libre dans les supermarchés. Vous avez le gel qui est en vente libre. Il n'a jamais manqué tous ces produits. Ensuite, les lits de réanimation, il semblerait qu'ils aient apporté des réponses pragmatiques à tous les moments. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas, qui ne se disent pas, je ne peux pas, mais ce que disent nos interlocuteurs marocains et les responsables de la communauté juive, c'est que d'abord, il faut le savoir aussi, que la communauté juive a été très touchés. Beaucoup de dirigeants ont été touchés, décédés proportionnellement dans la communauté marocaine. Mais l'organisation sanitaire, l'organisation sociale a été exemplaire selon leur choix. Et au CCME, on nous a donné comme conseil, par exemple, les membres du CCME vont lancer un fonds d'urgence pour les familles qui sont économiquement, vous avez même des dentistes qui n'ont plus de recettes.
Il y a des médecins, alors qu'on pense qu'ils ont de la chance. Je veux dire, ce n'est pas simplement le petit serrurier, le petit artisan. Donc, le CCME voudrait lancer un fonds d'urgence pour aider toutes ces familles qui seront dans la détresse demain. Alors j'ai une question pour Tamar Sebok. Il apparaît qu'il y a une augmentation significative du nombre de Français souhaitant faire son alia. Dans les dernières semaines. Que pouvez-vous leur dire, vous, Israélienne vivant à Paris? Une alia virtuelle. Ben, je n'ai pas une réponse à cette question. Je crois que c'est très individuel. Il y a des gens qui se sentent bien là-bas, des gens qui se sentent bien ici. Quand on est en plan crise, on pense toujours que c'est mieux gérer ailleurs. Quand on se trouve là-bas, il y a des difficultés, comme dans chaque pays, quand on change de culture. Je trouve que toute personne qui se sent bien en Israël et qui a le désir et l'espoir du meilleur du Vache, c'est formidable. Et l'inverse aussi. On parle beaucoup de gens qui partent en Israël, on a des statistiques, on a moins de statistiques sur ceux qui reviennent par la suite. C'est difficile de changer de pays. L'économie en Israël, elle est complexe, mais c'est un pays formidable en même temps. N'est-ce pas? Oui, nous en sommes convaincus tous. Je vais peut-être terminer ce rendez-vous avec vous tous. D'abord, en vous remerciant d'avoir joué le jeu d'un débat en toute transparence, avec une vraie liberté de ton. Et là, relancer la culture. Demain, c'est le grand challenge, pas simplement les écoles, c'est de relancer les centres culturels. Et moi, je fais un appel à toutes nos fondations, à toutes nos institutions. Attention, on a quelques bijoux sur le plan culturel à Paris. Il faut préserver nos centres culturels et universitaires. Et c'est un devoir pour les fondations aujourd'hui dans le judaïsme français de préserver nos lieux culturels et nos espaces universitaires. Parce que demain, c'est dans ces lieux-là que se retrouvent socialement les publics, c'est là où les informations sont décantées, c'est là où se rencontrent les fêtes, les célébrations, c'est là où l'information est donnée d'une manière rigoureuse, etc. Donc je vous en prie, les fondations du judaïsme français, toutes confondues, c'est un appel que je vous lance vraiment avec l'expérience que nous avons. N'abandonnez pas, essayez d'avoir un fonds d'urgence pour la culture juive et pour les centres culturels et universitaires de Paris. Merci Rafi de cet appel qui nous concerne en premier chef, particulièrement après les annonces assez décevantes du gouvernement français pour soutenir la culture en France. Un dernier mot, Sophie Winzenfeld. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Rafi Murciano Marciano par rapport à cet appel, ce fonds d'urgence culturel. Et par contre, pas d'accord je pense qu'il faut traiter cette question par rapport à une réponse européenne. Alors, moi, je suis absolument convaincue que l'Europe peut repartir. Mais je respecte. Je suis toujours moi touché. Je suis toujours touché quand je suis en désaccord avec une femme intelligente. Merci. Bon, alors Georges-Marc Benamou, un dernier mot. Bien écoutez, comme on l'a dit tout à l'heure, on est à la croisée des chemins et que ce soit dans la communauté juive et dans l'universel, faisons en sorte que de cette crise sorte le meilleur, pardon. Mais ça tient à notre énergie, à notre volonté. La fatalité peut nous amener à cette société policière et l'énergie, l'espérance messianique, en tout cas à une société de solidarité et de bonheur. Et écoutons Rafi et de culture aussi. Tamar Sebok, un dernier mot pour terminer. Je trouve que toutes les sociétés, je suis d'accord avec M. Benamou, toutes les sociétés sont en train de révéler ce qui est meilleur et ce qui est pire. Et on est à un moment vraiment où il faut choisir. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la qualité de vie qu'on expérience maintenant par rapport à la nature et en même temps continuer à vivre comme on vit. On ne peut pas avoir la liberté personnelle et suivre
de mesures importantes pour endiguer la maladie. On est à un moment où il faut prendre des décisions qui sont de l'ordre aussi philosophique et sociologique et pas que des questions pratiques de la santé. Et ça va être très, très important. Merci. Alors, je n'ai plus qu'à vous remercier et bien sûr, un grand merci à Esther Lenman pour son animation. Je vous donne rendez-vous avec les prochains événements de l'ECUJ, une grande nuit de la fraternité semaine prochaine et puis dès jeudi, le Hybrid Social Club. Et puis, je vais également rappeler à toutes les personnes qui nous regardent et qui souhaitent apprendre l'hébreu que nous lançons toutes les semaines des nouveaux cours d'hébreu et puis avant la fin du mois, il y a un dispositif qui permet à tous les salariés qui sont en chômage partiel de bénéficier d'une prise en charge totale par l'État de vos cours, de vos formations en général et de vos cours d'hébreu à l'Ulpan de l'ECUJ en particulier. Nous reprenons également les cours du Limoud Lab, de l'Institut Elie Wiesel, nos cours universitaires. Et puis une dernière chose, avant de nous quitter, cela fait écho à ce que disait Rafi tout à l'heure, vous nous manquez, hein, vous qui venez régulièrement à l'ECUJ pour vous enrichir d'une rencontre, d'une expérience esthétique inédite, d'un échange de savoir ou d'une discussion à l'accent hébraïque. Bien sûr, nous nous retrouverons avec un plaisir immense, le sourire perçant notre bout de tissu. Mais en attendant, je dois vous dire que l'ECUJ a besoin de votre soutien. Et si vous êtes en mesure de faire un don, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ECUJ, ecuj.fr, www.ecuj.fr. Pour ajouter juste un mot à ce que dit Gad, d'abord permettez-moi de vous rendre hommage à Esther et à vous-même, parce que je sais ce que c'est pour préparer un Zoom de cette ampleur et de cette importance, tous les coups de téléphone, tous les rendez-vous, tout ce qui nécessite de temps, en tout cas, parce que c'est utile pour toute la communauté, pour tous les gens qui vous écoutent. Et en tout cas, un très bel hommage pour l'ECUJ et l'Institut universitaire Elie Wiesel et à toute votre équipe. Cher je m'associe à cet hommage pour votre militantisme culturel et votre présence. Merci beaucoup. C'est l'ancien militant juif communautaire qui ne milite plus depuis longtemps qui vous rend hommage. Allez, Georges-Marc, et s'il revenait au militantisme communautaire? Allez, bonne journée à tous, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. Merci. Merci.